vide. On aime bien identifier les avancées qui ont été faites et puis aussi le chemin qui reste à parcourir. Donc, je laisserai Martin présenter cette partie, ainsi que les voies de progrès qu'on a identifiées, parce que ça ne sert pas à grand-chose de pointer des manques si on n'aide pas à y envisager comment les combler. Et puis, bien sûr, la table ronde Uperio, avec l'intervention de Philippe sur les tenants et les aboutissants de la raison d'être Uperio, et puis Eric sur les échanges au sein du conseil d'administration sur les sujets ESG. Je vais passer vite parce que pour ceux qui assistaient aux 2 précédents webinaires, vous avez déjà vu cette slide. Donc, je ne rappelle pas les prérequis de la société à mission, mais en tout cas, de se dire que la raison d'être, autant que la qualité de société à mission, répondent tous deux à une ambition transformative dont on avait présenté les 4 dimensions. Et voilà, le webinaire d'aujourd'hui va nous permettre de nous focaliser un petit peu plus précisément sur la dimension numéro 3, qui est d'engager les actionnaires sur la mission de l'entreprise et de pérenniser la capacité à y répondre dans la durée. Bien sûr, vous vous en souviendrez, en tout cas c'est un credo qu'on partage avec Martin sur le rôle de la raison d'être et de la façon dont elle peut être transformative. Cette phrase, elle a de validité que si elle est soutenue au long cours par des éléments de preuve, donc des axes d'engagement qui, associés à l'identification d'objectifs opérationnels, de cibles et d'indicateurs, forment vraiment la feuille de route qui va assurer la bonne avancée de l'entreprise et sa transformation. Et voilà le temps venu, une fois cette petite introduction, de dresser l'état des lieux. Donc, on va commencer par la partie réjouissante, c'est-à-dire le verre à moitié plein, pour enchaîner sur celle qui l'est un peu moins avant de parler des voies de progrès. Donc, je laisse la parole à Martin pour le verre. Donc, effectivement, il s'agit juste de vous donner quelques éléments de diagnostic. C'est forcément très partiel, ça va aller très vite, avant de vous faire part des propositions que nous essayons de mettre en œuvre avec nos clients sur le sujet, bien sûr, de la raison d'être. Donc, en positif, il est clair qu'autour disons, de l'impact social, sociétal, environnemental des entreprises et autour de la raison d'être, il y a un bon nombre de progrès qui ont été faits, notamment depuis 2015, les accords de Paris et les objectifs de développement durable, et puis également, plus précisément, depuis la loi Pacte, depuis 2019. Donc, compréhension de la connexion entre les enjeux du réchauffement climatique et le succès de la stratégie des entreprises. On a 3/4 des administrateurs qui nous disent oui quand on leur demande s'ils ont réfléchi à cette articulation. De la même façon, une bonne proportion d'entre eux ont une compréhension des risques et des opportunités. Sur un sujet un peu plus large qui est la capacité à atteindre les objectifs RSE, 72% des administrateurs se déclarent confiants. Bon, donc on voit qu'on ne part pas de rien, il y a déjà un acquis, les notions de RSE, de développement durable, la compréhension du fait qu'une entreprise ne peut plus être gérée seulement dans l'objectif de maximiser la valeur actionnariale, mais qu'elle doit prendre l'intérêt social de l'entreprise ainsi que les impacts sociaux et environnementaux. Bon, ça, c'est ce qui était embarqué dans la loi Pacte, tout ça progresse. Alors, si on regarde maintenant le verre à moitié vide, on voit quand même qu'il y a loin de la compréhension au passage à l'action. Alors évidemment, toutes les entreprises ne sont pas à égalité. Il y a des très belles entreprises qui agissent et qui agissent beaucoup, d'autres qui sont plus en retrait. Si on regarde la moyenne, notamment on s'est appuyé sur une étude très intéressante faite par l'INSEAD et Heidrick & Struggles, on voit qu'il y a 43% des sociétés qui sont sensibles, c'est-à-dire qui n'ont pas de plan d'action relativement précis pour jalonner leurs avancées. De la même façon, en matière d'impact climatique, d'impact en émissions de gaz à effet de serre, une très petite proportion des entreprises, même si on regarde les sociétés à mission qui sont censées être en avance, eh bien, une très petite proportion seulement intègre le scope 3, c'est-à-dire les émissions indirectes liées à la chaîne de valeur. Et de la même façon, Moody's a fait une étude très intéressante qui montre que très peu d'entreprises sont véritablement alignées sur le niveau net zéro. Et bon, je crois que c'est un secret de polichinelle, on peut se le dire, on rencontre tous les jours des entreprises qui ont fait des annonces en disant « nous, on sera net zéro en 2035, 2040, etc. » et qui n'ont pas le début du commencement d'un plan d'action pour y parvenir. On connaît même des entreprises qui ont annoncé leurs objectifs net zéro sans même avoir fait le premier bilan carbone
du premier site de leur entreprise. Voilà, donc il y a un petit côté refus d'obstacles qu'il faut avoir présent dans l'esprit, qui encore une fois est très différent d'une entreprise à l'autre. Et si on avance sur le slide suivant, là on se réfère à une étude que l'IFA vient de publier conjointement avec l'ORS, l'Observatoire de la RSE, où on a posé des questions précises aux administrateurs. Alors, c'est les adhérents de l'IFA, donc c'est des entreprises plutôt grandes, et on voit que voilà, 46% seulement des administrateurs dans les entreprises qui ont une raison d'être considèrent qu'elle est occasionnellement seulement, voire jamais, utilisée quand il s'agit d'éclairer une prise de décision du conseil. Donc, la raison d'être, dans la majorité des cas, pour les entreprises qui ont communiqué sur leur raison d'être, reste d'abord et avant tout une opération de communication, plus que ce qui était l'esprit et la lettre du rapport Nota-Sénar puis de la loi Pacte, c'est-à-dire que ça devienne un véritable guide dans les décisions de l'entreprise. De la même façon, les enjeux climatiques sont peu évoqués dans les réunions du Conseil. Et si on prend un sujet un peu plus émergent comme la biodiversité, vous voyez qu'il n'y a que 27% des administrateurs qui déclarent que ce sujet fait l'objet de discussions en Conseil. Donc voilà, il reste beaucoup de chemin à parcourir. Et à notre sens, c'est un peu décevant. Pourquoi? Parce que si on regarde les grandes règles, les grandes lignes directrices de la gouvernance en France, c'est justement le conseil d'administration qui a vocation à être l'organe plus particulièrement en charge de l'anticipation des risques, en charge de la stratégie, en charge du long terme. Donc, c'est au sein du conseil d'administration que devrait venir l'impulsion pour avancer plus vite sur ces sujets et pour aller davantage vers l'action. Donc, les conseils d'administration ne jouent pas toujours le rôle de moteur qu'ils devraient avoir sur ces questions-là. Et à l'inverse, il y a un bon nombre de conseils d'administration qui sont plutôt des freins ou qui, en tout cas, sont moins en avance que la majorité ou la moyenne des salariés dans les entreprises en question. Donc, il faut renverser la situation. Et un des leviers pour renverser la situation, c'est justement la démarche raison d'être et ou société à mission, mais on peut faire de très belles choses en formulant sa raison d'être et en la déployant sans pour autant être obligé d'aller jusqu'à se réclamer de la qualité de société à mission. Donc, on a réfléchi, alors ça, je vous fais part maintenant des réflexions qu'on a eues au sein de l'IFA autour de ces questions de raison d'être, et on a défini 7 bonnes pratiques qui permettent justement d'assurer que l'interaction entre le conseil d'administration, les actionnaires, l'exécutif vont être optimisées et vont permettre à la raison d'être finalement d'être exprimée avec un bon niveau de consensus dans l'entreprise. La première bonne pratique, c'est que dès l'amont, c'est-à-dire dès le moment où on commence à travailler sur ces questions de raison d'être, donc dès l'origine du projet, on implique le conseil d'administration. Ça paraît évident quand je le dis comme ça, mais il y a beaucoup d'entreprises dans lesquelles le CA est très peu impliqué, voire même pas du tout. Il y a une très grande entreprise française cotée qui fait partie du SBF 120, dans lequel le conseil d'administration a appris le fait qu'il y avait une raison d'être par voie de communiqué de presse le jour où le directeur général a appuyé sur le bouton et a commencé à communiquer sur la raison d'être. Donc, j'aime autant vous dire que le conseil d'administration n'était pas tout à fait à l'aise de découvrir les choses une fois que tout était fait. Bon, même sans aller jusque-là, il y a quand même beaucoup d'entreprises dans lesquelles le CA est considéré comme une simple chambre d'enregistrement. C'est vrai d'ailleurs aussi, on peut se le dire, sur des sujets comme la stratégie, parfois, encore une fois, pas toujours, je ne veux surtout pas caricaturer. Donc, nous soulignons le fait que c'est un paradoxe parce que la loi Pacte, c'est l'esprit de la loi, mais c'est aussi la lettre de la loi. La loi Pacte confie au conseil d'administration le rôle d'initier cette réflexion autour de la raison d'être et il est souhaitable que la raison d'être devienne un filtre stratégique qui guide les activités de l'entreprise, ses choix d'investissement ou de désinvestissement d'ailleurs, ses choix d'allocation de ressources, etc. Donc, c'est très important que le conseil d'administration soit embarqué le plus tôt possible dans la démarche et avec un niveau d'ambition donné. De la même façon, il nous semble qu'il faut une bonne synchronisation dans la démarche d'expression de la raison d'être entre l'exécutif et le conseil d'administration.
Donc, il faut faire de la sensibilisation et de l'information en tenant compte notamment, ça on l'observe dans tous les CA, que les administrateurs ont en général une compréhension au démarrage assez diverse et assez hétérogène des enjeux et de la démarche d'expression de raison d'être. Et de la même façon, c'est très important de constituer un comité de pilotage pour piloter la démarche d'expression de la raison d'être et faire en sorte qu'il y ait des allers-retours entre ce comité de pilotage et le conseil d'administration ou éventuellement la commission RSE du conseil d'administration lorsqu'il existe. Et je crois qu'on aura tout à l'heure avec Uperio un exemple d'un board ESG. Alors, deuxième bonne pratique qui nous semble majeure, c'est évidemment d'assurer la bonne compréhension de la raison d'être. Pourquoi on dit ça? Parce que avec Sylvie, on a identifié un peu plus de 200 entreprises en France qui ont communiqué sur une raison d'être. Sur les 200, il y en a à peine un gros tiers qui a véritablement une raison d'être. Parce que la plupart des raisons d'être expliquent ce que fait l'entreprise ou ce qu'elle veut faire demain, mais n'expliquent pas pourquoi elle le fait. Or, la raison d'être, qui est un sujet très précis et très politique, c'est bien de répondre à la question du pourquoi. Pourquoi faisons-nous ce que nous faisons? Et pas seulement à la question du quoi ou à la question du comment. Et donc, le conseil d'administration, pour nous, doit être un des garants de cette démarche de réponse au pourquoi, qui est une question plus difficile à adresser que celle du quoi ou du comment, mais si on ne le fait pas, on passe à côté de sa raison d'être. Et également, lui donner les moyens donc, de pouvoir poursuivre la démarche dans de bonnes conditions. Troisième bonne pratique, la question du temps long, puisque encore une fois, le conseil, c'est lui qui est en charge du long terme. Pas seulement, mais en tout cas, par rapport à un exécutif, c'est plutôt le conseil d'administration qui va justement prendre le temps de voir les choses, de pousser les choses un peu plus loin. Donc le CA est en charge du long terme, il est garant du modèle de durabilité, et donc ça a des implications précises en matière de raison d'être. Notamment, il faut bien comprendre que la raison d'être est en surplomb par rapport à tous les autres outils ou démarches qui peuvent exister, la mission, la vision, la vocation, les valeurs, etc., qui sont des notions partielles, qui en général visent, par exemple, les salariés pour ce qui est des valeurs, ou visent l'environnement concurrentiel pour ce qui est du mission statement, alors que la raison d'être, elle doit être 360 degrés vis-à-vis de toutes les parties prenantes, ou en tout cas de toutes les parties prenantes qui comptent, qui sont importantes pour l'entreprise. Donc ça, c'est l'échelle du temps, mais on a aussi l'échelle de l'espace, parce qu'il y a beaucoup de raisons d'être qui ont du sens pour les collaborateurs du siège et qui ne veulent rien dire, par exemple, pour les collaborateurs des filiales ou pour les collaborateurs des services supports, etc. Donc, il faut que le conseil d'administration s'impose l'obligation d'essayer de trouver ce qu'il y a de commun entre toutes les activités de l'entreprise. Par exemple, un des clients dont on s'est occupé avec des enjeux et des hommes, c'est le groupe La Poste, qui est dans de nombreux métiers. Aujourd'hui, on pense que le premier métier, c'est la distribution de courrier. Pas du tout. Le premier métier du groupe La Poste, c'est le métier de banquier, c'est la banque postale. Et le deuxième métier, c'est la logistique. Le courrier et les colis ne viennent qu'en troisième position. Donc, la réflexion a pour beaucoup porté, même si beaucoup poussaient vers une raison d'être qui était très courrier-colis, ben non, il fallait réfléchir, qu'est-ce qui réunit tout ce monde-là? Qu'est-ce qui fait que les postiers, les facteurs, les conducteurs de camions, etc., qu'est-ce qu'ils partagent, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Donc, il faut réfléchir sur cette notion de commun pour veiller à ce que la raison d'être puisse réussir dans une de ses fonctions qui est d'embarquer tout le monde, d'embarquer l'intégralité du corps social. Cinquième bonne pratique, c'est de positionner le niveau d'ambition requis. Effectivement, quand on démarre la démarche d'exprimer sa raison d'être, puis ensuite de la déployer, il faut savoir dès le début ce qu'on veut en faire. Est-ce qu'on le considère plutôt comme une simple opération de communication? Et pourquoi pas, hein, il y a beaucoup d'entreprises qui en restent là. Hein. Par exemple, on est appelé, nous, par des gens qui nous disent voilà, j'ai exprimé ma raison d'être il y a un an, depuis il ne s'est rien passé, qu'est-ce que je fais? Hein, c'est ce qu'on appelle, nous, des raisons d'être qui n'embrayent pas, qui ne se traduisent pas par une modification dans le réel. Donc,
est-ce qu'on veut ça, ou bien est-ce qu'on veut être capable d'embarquer nos salariés, ou est-ce qu'on veut aller plus loin et embarquer aussi nos parties prenantes, y compris les parties prenantes externes, les clients, les partenaires, etc. Donc, il faut avoir une réflexion commune entre l'exécutif et le conseil d'administration sur le niveau d'ambition qu'on souhaite. Et pour ça, il y a 4 conditions qui nous semblent extrêmement importantes. C'est d'abord comprendre que c'est un projet d'entreprise. Ce n'est pas un projet du marketing ou un projet de la direction RSE, développement durable, ou un projet des opérations. Non, c'est vraiment un projet d'entreprise. Donc, dans le comité, dans le COPIL, dans le comité de pilotage du projet, on doit avoir chacune des grandes fonctions de l'entreprise qui est réunie. Il faut un fonctionnement en mode projet, un COPIL à 360 degrés, avec des gens des RH, des gens du marketing, du commerce, etc. Et puis, il faut mobiliser les parties prenantes internes et externes, ne serait-ce que pour leur demander leur avis et tester les différentes hypothèses de raison d'être qu'on a avant de finaliser. Donc ça, c'est très important. Avant-dernière bonne pratique, c'est faire de la raison d'être le fil rouge du développement de l'entreprise. Là, c'est quand on se situe dans le sillage de la loi Pacte et du rapport de Nicole Notat et Jean-Dominique Sénard autour de la question de l'entreprise et l'intérêt public. Donc, est-ce qu'on va effectivement utiliser la raison d'être comme un référentiel et comme une boussole, un phare, pour reprendre les métaphores maritimes du rapport Notat-Sénard, qui va au-delà d'un plan stratégique. Aujourd'hui, en France, un plan stratégique, en général, c'est 2-3 ans, ça excède rarement 5 ans, alors que la raison d'être, on l'a fait pour plusieurs dizaines d'années. On essaye vraiment de capter le long terme. Voilà. Et enfin, dernière bonne pratique, la gouvernance et le management. Là, il y a une articulation à jouer, elle est cruciale, parce que pour nous, certains ont dit que la raison d'être, c'est un outil de gouvernance. Donc, à notre avis, on se trompe quand on dit ça. C'est à la fois un outil de gouvernance et un outil de management. Si ça reste un outil de gouvernance, en général, on ne va pas très loin. Et donc, c'est cette articulation qu'il ne faut pas rater. La gouvernance, pour se situer dans le continuum de la loi, est-ce qu'on se contente d'exprimer sa raison d'être ou est-ce qu'on va un peu plus loin, éventuellement jusqu'à la qualité de société à mission? Et de l'autre côté, l'inscription dans le management permet, au travers de ce qu'on appelle, nous, le cahier de raison d'être, c'est-à-dire la traduction de la raison d'être en grands engagements qui eux-mêmes se traduisent en plan d'action, que le conseil d'administration d'un côté et le COMEX de l'autre vont piloter et vont suivre dans la durée. C'est ça qui fait que cette articulation va fonctionner ou pas. Et finalement, la raison d'être est un beau sujet pour faire travailler ensemble les COMEX et les conseils. Voilà. Et toujours arbitrer sur est-ce qu'on veut une raison d'être qui n'est que déclarative, est-ce qu'elle est statutaire, est-ce qu'on se donne pour objectif ou non d'aller jusqu'à la qualité de société à mission. Bien, merci voilà, donc, Martin. juste la récap. Alors, on n'est pas obligé de passer directement d'ailleurs à la société à mission, on peut faire des étapes intermédiaires. Par exemple, certains de nos clients qui en sont restés au stade de la raison d'être ont décidé ou non de l'inclure dans leur statut, ont décidé ou non de faire un comité de raison d'être qui permet de piloter justement la feuille de route dont je parlais tout à l'heure. Voilà, donc pour récapituler en quelques mots, les 7 bonnes pratiques qui permettent justement de travailler ensemble, comprendre comment le conseil d'administration peut s'impliquer et doit s'impliquer aussitôt que possible dans le projet, une bonne compréhension commune, donc poser des bases, des points de repère partagés. Troisièmement, intégrer la prise en compte du temps long. On ne fait pas sa raison d'être pour quelques années. Il faut vraiment faire l'effort de se projeter sur le long terme. Assurer la prise en compte de l'intégralité du groupe. Ce n'est pas que le siège ou ce n'est pas que la maison mère, c'est l'ensemble du groupe. Positionner le niveau d'ambition requis. Qu'est-ce qu'on veut en faire de cette raison d'être? En faire, si on le souhaite, le fil rouge du développement de l'entreprise. Donc ça, c'est une démarche ambitieuse. Et puis enfin, donc, trouver la bonne articulation entre la gouvernance et le management. Voilà les 7 bonnes pratiques qu'on propose à la suite de cette réflexion à l'IFA et qu'on essaye d'aider nos clients à mettre en œuvre.
Bien, merci beaucoup Martin pour à la fois ce diagnostic et puis ces bonnes pratiques qui permettent d'aller un petit peu plus loin. Nous, en résumé, peut-être vous avez pu le constater lors des derniers webinaires, on aime bien évoquer cette notion de synergie. On a évoqué la semaine dernière la synergie entre société à mission, comité de mission et OTI, en tout cas la synergie au niveau de la finalité. Là, de la même façon, ce qu'on est en train d'évoquer, c'est la synergie entre conseil d'administration et comité de direction et bien sûr les collaborateurs qui forment l'entreprise pour, je dirais, cristalliser et promouvoir la façon dont l'entreprise va s'ancrer dans son écosystème et bien sûr de façon vertueuse. Et on voit bien comment, voilà, c'est la courroie de transmission qui permet de décider et de transformer la trajectoire d'une entreprise vers plus de respect des enjeux sociaux et environnementaux. Et de la même façon, et je crois que c'est intéressant parce que Philippe et Eric vont pouvoir témoigner là-dessus à la lumière de l'exemple Uperio, nous, il nous semble un constat important à garder en tête, c'est que la façon vraiment d'être transformatif et de mettre la raison d'être et la RSE au cœur du business model de l'entreprise, c'est bien d'arriver à terme à n'avoir qu'une feuille de route. C'est-à-dire qu'on n'est plus d'un côté la feuille de route du business plan et puis de l'autre la feuille de route de la mission ou de la strat RSE, mais bien d'avoir une feuille de route unique qui fusionne ces deux enjeux de où est-ce que j'emmène l'entreprise et aussi voilà, où est-ce que l'entreprise, du fait de son activité, emmène ou en tout cas interagit avec son écosystème. Donc, c'est le temps maintenant de passer au retour d'expérience et à ce que Philippe et Eric vont pouvoir nous partager sur le cas Uperio. Je laisse à Philippe le soin de se présenter, puis après on reviendra sur le rôle d'Eric dans ce cas Uperio. Et bien sûr, Philippe de nous présenter Uperio. Bonjour, merci Sylvie. Oui, donc Philippe Coé, je suis le président de Uperio. Uperio est une société qui est relativement jeune, hein, le nom d'ailleurs est lui-même récent et qui est active dans le milieu du BTP de la construction en tant que société qui loue au chantier essentiellement des grues à tours. La grue à tours étant un des outils les plus sensibles, je dirais, des chantiers, d'une part pour des raisons de productivité, de sécurité. Hein. La grue est souvent l'outil essentiel à la réussite d'un chantier, aussi bien économique qu'en termes de planning. Et c'est aussi, pour le coup, un outil qui est très visible. Hein. Très souvent, la grue est un peu l'étendard du chantier. Et donc, tous les aspects de qualité, de fiabilité de la grue sont totalement essentiels pour nos clients. Et enfin, la troisième caractéristique de cet outil, c'est qu'il demande beaucoup d'hommes et de femmes, beaucoup de personnes, puisque la grue est quelque chose qui est monté systématiquement, customisé, défini spécifiquement pour tel et tel chantier, avec des contraintes évidemment d'environnement, de productivité qui sont spécifiques. Donc, Uperio est une ETI de 150 millions d'euros de chiffre d'affaires à peu près, active dans 8 pays, avec un peu moins de 700 collaborateurs. C'est aussi une entreprise qui est portée par un actionnariat type fonds d'investissement, avec une stratégie de consolidation du marché. Ce marché de loueurs de grues à tours, historiquement, a été beaucoup développé par des petites entreprises locales, familiales, et je dirais les choses évoluant, en particulier les aspects réglementaires, mais aussi la pression sur les technologies mises en œuvre, font qu'aujourd'hui, Uperio se positionne comme un acteur de concentration de ce métier, avec une croissance importante, à la fois en organique, mais aussi à travers des acquisitions. Donc, nous sommes une entreprise qui a, en fait, compte plusieurs caractéristiques, plusieurs cultures, plusieurs histoires, et c'était très important pour nous dans ce contexte-là de regrouper tout le monde, j'y reviendrai tout à l'heure, autour d'une raison d'être commune. Voilà, je laisse le soin à Eric de se présenter. Les raisons, Philippe, de cette recherche de raison d'être? On aime bien appeler ça le why, le pourquoi du pourquoi. Tout à fait. Peut-être Eric dire quelques mots, vas-y, je te laisse. Oui, merci Philippe. Bonjour, en tout cas, ravi d'être là. Merci de m'avoir invité. Donc, je suis l'ancien président du groupe Manitowoc, qui était une société
Coté à la bourse de New York, j'étais président pendant 8 ans. Je suis aujourd'hui donc basé aux États-Unis. Je suis membre du comité de direction du conseil de surveillance d'Uperio depuis en fait 2016 maintenant. Et je suis également chairman du comité ESG qui a été créé lorsque nous avons fait un changement d'actionnaire il y a maintenant un peu plus d'1 an et que TowerBrook est devenu l'actionnaire de référence. Je suis également par ailleurs très impliqué aux États-Unis puisque je suis membre de 3 conseils d'administration de sociétés publiques. Donc j'aurai peut-être l'opportunité de vous expliquer un petit peu les différences qu'il y a et le trend que l'on peut observer également dans les sociétés publiques aux États-Unis. Merci beaucoup, Eric. Alors, Philippe, justement, vous nous expliquiez un peu le contexte du groupe Uperio. Et dans ce contexte, voilà, est-ce que vous pouvez nous préciser pourquoi vous avez éprouvé cette nécessité de révéler votre raison d'être et d'entamer cette démarche? Oui, dans le prolongement de ce que je disais précédemment, quand vous regardez notre ambition stratégique d'être un acteur un petit peu nouveau par sa taille, mais aussi par la qualité de son service, par la couverture, je dirais, de son offre, il nous est paru important de vraiment structurer une démarche de raison d'être en complète cohérence et en complément, je dirais, de la feuille de route stratégique pour pouvoir travailler sur un certain nombre d'autres leviers, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, de fait, l'objectif dans la démarche raison d'être, qui elle-même faisait suite à une démarche de réflexion globale sur l'impact de la RSE sur nos métiers, et qui n'est pas mince, hein, la construction est une industrie qui, certes, n'est pas peut-être à la pointe des autres industries en termes de prise en compte, en particulier des grands défis de la transition climatique. Cela étant dit, nous avons vu quand même apparaître un certain nombre de choses de la part de nos clients, et donc nous avions lancé une réflexion RSE et on s'est rendu compte que la raison d'être était essentielle pour particulièrement travailler sur 3 leviers. Le premier, c'est de fédérer nos équipes et vraiment que, comme on le disait précédemment, que du conseil d'administration jusqu'à tous nos collaborateurs, l'ensemble de l'organisation se retrouve dans cette ambition, dans ce sens donné à notre activité et vraiment cimenter l'esprit d'équipe que nous avons autour de ce nouveau nom, de ce nouveau groupe et de cette nouvelle ambition. La deuxième dimension, c'était vraiment de structurer les choses. On s'est rendu compte qu'évidemment, quand on ouvre, je dirais, la réflexion autour des grands défis liés à ces grandes transitions, il y a beaucoup de dimensions, en fait. Hein, quand on consulte nos parties prenantes, on voit bien qu'il y a plusieurs dimensions qui sont, je dirais, intéressantes à regarder. Et on a souhaité le structurer, on y reviendra, autour d'un certain nombre d'axes prioritaires, de manière à ce que nos évolutions sur le long terme, que ce soit au niveau de notre politique sociale, au niveau de type de positionnement marché en termes de marketing, hein, parce que la construction, c'est aussi une industrie dans laquelle on trouve des petites entreprises de maçonnerie familiale jusqu'à des grands groupes que l'on connaît bien en France comme Bouygues, comme Vinci ou des groupes de cette taille. Il fallait vraiment qu'on puisse mettre en cohérence nos objectifs marketing et de positionnement avec justement cette raison d'être et vraiment d'intégrer nos enjeux environnementaux dans toutes nos activités. Nous ne sommes pas une entreprise qui a un gros impact environnemental, en ce sens que voilà, nos usines, ce sont nos matériels et les chantiers, mais on s'est rendu compte qu'en particulier en ce qui concerne notre signature carbone, nous avions un certain nombre de défis à relever. Et puis ensuite, le troisième élément qui là aussi était complètement au cœur de la stratégie, c'est d'utiliser cette raison d'être pour nous différencier. Hein, dans notre environnement concurrentiel, la plupart de nos confrères et concurrents, comme je le disais, sont des entreprises locales, pas souvent tirées plutôt d'un terreau artisanal et familial. Et donc, on voulait vraiment faire apparaître Uperio comme un acteur différent et en mettant en avant le fait que voilà, nous avions une certaine taille, un certain nombre d'objectifs et que aussi, à la fin, notre produit, notre activité avait un impact important au niveau des grands défis environnementaux de la planète. Hein. Nous avons la chance d'être sur des activités positives. Nous construisons des écoles, nous construisons du logement, nous construisons des infrastructures qui permettent à la planète d'être entre guillemets plus habitable. Et donc, on a voulu mettre cela en avant au niveau de la formulation de cette raison d'être.
Donc, avec l'aide des enjeux et des hommes, on a travaillé sur un certain nombre d'axes prioritaires. Vous les avez à l'écran, les 6 axes. Vous voyez que un certain nombre étaient autour de notre ambition, au-dessus, de vouloir aller plus haut, de vouloir inspirer des meilleures pratiques, c'est de faire changer aussi notre métier et entraîner derrière nous l'ensemble de nos confrères derrière un objectif, par exemple, de sécurité ou de qualité des chantiers. On sait que la construction est une industrie dans laquelle la sécurité est encore aujourd'hui un challenge. Ils ne font pas partie des meilleurs. Les taux d'accident, etc., si on prend que cet exemple, montre qu'il y a vraiment des progrès à faire dans ce domaine. Et puis aussi cette dimension de surmonter les obstacles, d'être toujours dans le défi, et que ça soit pour reconstruire le toit de Notre-Dame ou construire mettre une grue dans des situations très escarpées, etc. On avait cette ambition d'être comme ça des gens qui construisons quelque chose avec des défis. Et puis il y avait le comment. Et sur le comment, évidemment, ce qu'on a voulu mettre en avant, c'est les hommes, qui est une partie très, très importante de notre métier, puisqu'une grue à tour, quelque chose qui n'a pas de valeur en soi, si ce n'est derrière, après avoir été construite, designée, entretenue et fiabilisée par nos collaborateurs. C'est pour ça que nous avons finalement des équipes assez importantes, et que ces équipes, elles doivent travailler en équipe pour le coup. C'est pas les monteurs de grue, c'est toujours 3-4 personnes qui travaillent en même temps, et qu'ils aient en effet une notion de proactivité, flexibilité, parce que c'est une des dimensions de notre métier. Quand une grue s'arrête, un chantier s'arrête, et donc on se doit de la réparer, de la remettre en service très très rapidement. Donc vous voyez, il y a ces 6 dimensions, et on a choisi, avec l'aide des enjeux et des hommes, de travailler sur 3 d'entre elles, qui sont un peu capturées par ce cercle que l'on voit à l'écran. Le fait de viser plus haut, le fait d'inspirer les meilleures pratiques, et le fait de travailler en équipe. Et ça nous a conduit à formuler notre raison d'être autour de ces quelques mots qu'on a mis un peu de temps à construire ensemble, qui est s'élever ensemble pour bâtir un monde meilleur. Alors ça semble à la fois simple en soi, beaucoup de raisons d'être sont autour du monde meilleur et de s'élever. Et nous, ce que l'on a aimé dans cette formulation, c'est d'une part le mot s'élever, en jouant sur toute la subtilité du terme élevé. On a à la fois élevé parce que nous sommes dans le levage avec des grues, on a à la fois élevé parce qu'on veut monter les pratiques vers le haut, et puis en fait, élevé, il y a l'aspect formation, il y a l'aspect développement des hommes, comme on élève son enfant, et c'est ce qui nous a plu dans ce choix des mots, et derrière, on a pu assez facilement intégrer un certain nombre d'engagements, qui sont en train d'être finalisés et qui vont apparaître dans un cahier de raison d'être que nous allons divulguer, publier très, 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 très bientôt. Ces engagements, et derrière, évidemment, un certain nombre de plans d'action, un certain nombre de critères et d'indicateurs de performance sur lesquels nous allons nous engager dans les prochaines années. Donc, cette raison d'être aujourd'hui, elle est en place, elle est complètement intégrée à la stratégie. D'ailleurs, en termes de communication un peu corporate, nous avons décidé de reprendre la formulation de notre raison d'être dans toute notre communication, parce que derrière, même en ce qui concerne notre stratégie et notre positionnement marketing, on trouve que cette raison d'être fait beaucoup de sens. Et donc, on va avoir vraiment une unicité en termes d'image et de messages que l'on veut mettre en avant autour de notre groupe, l'unicité autour de ces quelques mots qui, là encore, ont été développés à travers la démarche de réflexion sur la RSE, sur notre challenge de développement durable. Je voudrais dire qu'aussi, pour terminer, avant de passer la parole à Eric, en fait, nous avons été complètement non seulement accompagnés, motivés et même challengés par notre conseil d'administration et par nos actionnaires. Souvent, on pense que les actionnaires du type fonds d'investissement ont des vues assez court-termistes de la performance de l'entreprise. En fait, avec l'actionnaire que nous avons aujourd'hui, c'est tout le contraire. On a vraiment la volonté qu'il cherche à construire une entreprise qui soit sur le long terme encore plus performante qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et donc, ils nous ont non seulement encouragés à terminer le travail, puisque quand on a changé d'actionnaire il y a 18 mois, on était un peu au milieu du gué. C'est pour terminer ce travail qu'on s'est rapproché des enjeux des hommes. Et vraiment, nous ont challengé sur la pertinence de tout ça et surtout l'intégration de cette raison d'être dans notre stratégie. Donc, le conseil d'administration a été plus qu'impliqué. Maintenant, ce qui est clair, c'est qu'on va devoir continuer à travailler sur, évidemment, les engagements, les plans d'action et le progrès que nous allons faire à travers
vers un certain nombre d'objectifs que nous avons fixés avec eux. On est juste en ce moment en train de formuler tout ça et de le valider à travers le comité ESG que Eric préside. Mais c'est quelque chose qui a été, par rapport à ce que disait Martin tout à l'heure, qui a été vraiment pris tout de suite, je dirais, du bon bout. Et en aucun cas, il est important pour moi aussi, en tant que dirigeant, de pouvoir m'appuyer sur eux pour, d'une part, avoir une cohérence dans les choix, dans les stratégies, dans les investissements que nous allons faire, dans les recrutements, dans l'organisation que nous allons faire, pour que tout ça ait du sens, au sens noble du terme, et que cette raison d'être soit complètement intégrée. Merci. Voilà ce que je pouvais dire en quelques mots. Merci Philippe. Alors j'en profite pour donner, alors c'est un pré-reveal, mais voilà, quand ça sera officiel, il sera partagé, mais effectivement le livrable qui n'était pas bien au-delà de la phrase, donc un cahier où entre autres, outre l'éditorial et l'éditorial d'un membre du board, dans la personne d'Éric, voilà, il y a un manifeste qui vient expliquer le choix des mots qui composent l'énoncé de raison d'être, et puis surtout tout un tas d'éléments qui viennent concrétiser par les axes d'engagement et par les actions identifiées, la feuille de route qui permettra d'incarner cette raison d'être. Donc, voilà, donc pour aller un cran plus avant sur les conditions de cette synergie vertueuse et ce tandem COMEX conseil d'administration au cœur de la transformation des entreprises, voilà, Eric s'est présenté tout à l'heure et on aimerait, Eric, avoir votre témoignage du point de vue du conseil d'administration, de comment et pourquoi l'ESG a été placé au cœur du conseil d'administration du Perio. Et pourriez nous parler de la façon dont les échanges se sont passés justement autour de ces enjeux et de la raison d'être et de la feuille de route ESG? Tout à fait. Je crois qu'il est quand même primordial de rappeler que lorsqu'on a eu un changement d'actionnaire en juillet 2021, c'est la société Tower Brook qui est devenue l'actionnaire de référence et qui a donc la certification B Corp, ce qui veut dire qu'ils ont des ambitions en termes de sociétal, environnemental, qui répondent à certaines normes et qui sont très élevées. Et donc, c'est véritablement, je pense, le pivot dans la prise en compte de véritablement la RSE au sein de la stratégie du groupe Uperio, et ça a été quand même fondamental. Il y a eu donc au niveau de la gouvernance la décision de mettre en place un comité ESG dont j'ai l'honneur d'être le chairman. Et chose importante également au niveau du management, décision a été prise d'embaucher à plein temps une personne experte dans les domaines ESG qui reporte directement au CEO, c'est-à-dire à Philippe. Et ça, je crois que c'est particulièrement important parce que ça montre bien l'importance que prend la RSE au sein du groupe. Lorsque vous avez une manager qui reporte directement au CEO, ça veut dire quelque chose. Voilà, l'important également, c'est que évidemment, le Conseil n'a pas découvert la raison d'être. Hein. On a participé, vous avez vu Sylvie, on a participé, tous les membres du Conseil ont participé au séminaire dans la réflexion de quelle serait la bonne raison d'être pour ce groupe. On n'a pas pris la décision. Hein, je pense que Philippe et le CEO ne peuvent pas déléguer la raison d'être ni à son conseil d'administration ni à ses employés parce que c'est véritablement le DNA du groupe. Mais par contre, le conseil donc a été partie prenante, a été consulté. Rising Up Together to Build a Better World, c'est quelque chose qui nous a séduit au niveau du conseil parce que effectivement c'était proche de ce que faisait le groupe Uperio. Également, je pense que c'est quelque chose qui est durable dans le temps et quels que soient les scénarios planiques qu'on peut envisager, on a pensé que cette raison d'être véritablement allait survivre. Et puis c'est l'expression aussi de tous les employés qui ont participé à la réflexion. Et il est très important qu'il y ait un alignement complet des employés et voire même des clients d'ailleurs dans la raison d'être. Je voudrais revenir aussi sur l'importance de la gouvernance et voilà, nous on se réunit systématiquement la veille des conseils de surveillance, donc 4 fois par an.
on a un agenda qui est très particulier et je crois que quand vous voyez que la RSE fait partie de l'agenda régulier et qu'un compte rendu est donné au niveau du conseil de surveillance systématiquement, vous pouvez déjà vous dire que les choses vont avancer. Et je crois que c'est quelque chose qui est assez fondamental. La mission que moi je conçois pour le comité ESG, c'est véritablement de fixer le cap, bien sûr d'anticiper les risques, Martin en a parlé, de contrôler évidemment la bonne exécution du plan, de la feuille de route, de la roadmap, des objectifs qu'on s'est donnés pour chaque pilier que l'on a, et véritablement s'assurer que la stratégie du groupe, elle prend vraiment en compte la partie RSE. Ça, c'est tout à fait fondamental et je pense que ça fait partie du rôle, de mon rôle au niveau de chairman du comité ESG. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on a démarré il y a maintenant un peu plus d'1 an. On a énormément avancé, je pense. On a encore énormément de travail, mais vous avez ce Purpose Booklet et son plan de communication donc, qui est en cours. On a mis en place une matrice de matérialité qui sera revue régulièrement en fonction des évolutions que l'on pourra voir au sein de l'environnement. On est en train de définir les KPI donc, pour chaque pilier. Et donc ça, c'est un gros travail, hein, parce que non seulement on doit les définir, on doit être en ligne avec évidemment le bilan carbone et les objectifs que l'on s'est donnés et que l'environnement, de fait, va nous imposer de toute façon. Voilà, on a une roadmap sur 3 ans avec également des milestones annuels. On a mis en place un charter pour le comité ESG et on a demandé au comité d'audit du groupe Uperio de valider toutes les données chiffrées. Je pense que c'est quelque chose aussi qui est très important parce que peut-être c'est mon influence un peu américaine, mais quand vous commencez à publier des chiffres, il vaut mieux qu'ils soient exacts parce qu'autrement vous avez évidemment des risques personnels et puis les activistes qui sont à l'affût de toutes ces genres de choses. On y reviendra peut-être après. Voilà, donc là, je dirais qu'on est très bien parti. On a évidemment un gros travail à faire hein, parce que c'est comme on dit aux États-Unis, it's a long journey. Mais je pense qu'effectivement, on peut être très satisfait du travail qui a été fait dans les 12 premiers mois et aussi de l'adhésion, je pense, du management à l'ESG et à tous les objectifs qu'on s'est fixés. Merci beaucoup, Eric. Alors, on a la chance d'avoir en votre personne non seulement le président du board ESG du Perio, mais aussi quelqu'un qui a une perspective, je dirais, presque à 360 sur l'état des discussions et des enjeux ESG dans les conseils d'administration américains. Est-ce que ça progresse, voilà, cette prise de conscience? Est-ce qu'on doit être plus optimiste aux US qu'on ne l'est en France, au moins? Je pense qu'on doit être très optimiste parce que moi, je suis membre de 3 conseils d'administration et dans 2, je suis le chairman du Governance Committee, hein, du comité de gouvernance. Donc, je peux vous garantir qu'il y a 3 ans, on ne parlait pas de ESG et aujourd'hui, on en parle énormément et on ne fait plus qu'en parler d'ailleurs. Alors, il y a plusieurs raisons. Il y a d'abord parce que les entreprises ont réalisé que le modèle travailler juste pour les actionnaires sans tenir compte des stakeholders, c'était terminé. À long terme, ce modèle-là, il va mourir et les entreprises quand même sérieuses l'ont véritablement compris. Ça, c'est une première raison. Le Covid et tout l'impact que ça a pu avoir sur la supply chain, sur la santé des collaborateurs, le Black Lives Matter, toutes ces choses-là qui ont eu des impacts sur la diversité au niveau du management, mais aussi au niveau des conseils d'administration. Tous ces phénomènes, et puis c'est des règlements climatiques auxquels on assiste. Hein. Moi, j'habite en Floride, vous avez vu ce qui s'est passé il y a une semaine. Tout ça fait qu'aujourd'hui, le ESG est devenu véritablement un sujet très important. Alors après, il y a d'autres choses qui se passent. Hein. La nouvelle administration Biden est évidemment beaucoup plus favorable. Il
il y a eu également le roundtable en 2019 où de plusieurs entreprises, enfin je crois qu'il y a un grand nombre d'entreprises se sont engagées hein, avec des objectifs environnementaux. Tout ça, c'est un mouvement évidemment qui a entraîné une véritable prise de conscience. Il y a aussi les investisseurs institutionnels, hein, les BlackRock, les Vanguard, les State Street. Je pense que vous êtes au courant, Larry Fink, tous les ans, envoie une lettre au CEO qui, en fait, est une lettre qui s'adresse au conseil d'administration, dans laquelle il fait véritablement pression sur les entreprises pour prendre en compte des indicateurs non financiers et en particulier les enjeux pardon, environnementaux, la diversité et la gouvernance, et qu'elle fasse également, que le ESG fasse partie de la stratégie. Il y a également SEC, qui est un petit peu le gendarme de la bourse, qui va publier, on attend des obligations de déclaration, si vous voulez, de la part des sociétés sur leur bilan carbone, sur leur vision et leur plan de réduction des effets de serre, toutes les initiatives qu'ils ont en matière de ESG. On attend cette publication avec évidemment beaucoup d'impatience, et à savoir surtout si le scope free va être intégré, parce qu'évidemment ça va demander beaucoup de travail, mais je pense que ce sera de toute façon nécessaire, parce qu'une grande partie du bilan carbone, en fait, c'est externalisé, donc je pense que ça sera effectivement une obligation. Et puis, il y a également, je vous en parlais tout à l'heure, les activistes. Mine de rien, c'est très important aux États-Unis. Et plus vous avez des obligations de disclosures au niveau des proxys, plus vous avez intérêt à ce que ce soit précis, que la feuille de route que vous avez en matière d'ISG plaise à vos actionnaires. Et si ça ne plaît pas, eh bien, vous prenez le risque que vos élections, ces gros actionnaires veuillent changer le conseil d'administration, voter contre certains administrateurs. Et vous savez, aux États-Unis, on n'aime pas bien ça. Hein, les administrateurs de sociétés publiques, ils sont aussi très égoïstes, ils pensent à leur réputation. Et ça fait vraiment tâche quand BlackRock recommande un vote négatif pour certains membres des boards. Et puis enfin, vous avez ce qu'on appelle des advisories, c'est Glass Lewis et ISS, qui sont les deux plus importants aux États-Unis, qui évaluent les sociétés, qui font des recommandations aux actionnaires institutionnels et aux autres actionnaires pour influencer leur vote. Et là, de la même façon, aujourd'hui, ils ont une façon d'évaluer l'ISG en fonction de, évidemment, toutes les disclosures que font les entreprises, qui sont également très précises, et qui impose aux sociétés de toute façon d'avoir une véritable feuille de route. Donc, je suis assez optimiste. Juste une petite précision quand même, parce que Uperio a un comité ISJ. C'est pas toujours le cas aux États-Unis. En tout cas, je lisais une étude récente de Spencer Stewart, simplement 10% des sociétés ont adopté ce modèle de gouvernance. Très souvent aux États-Unis, c'est le comité de gouvernance qui a la responsabilité de l'ESG. Parfois, le comité de compensation, culture, etc., peut avoir la partie S, hein, la partie diversité, la partie intégration D&I, comme on appelle aux États-Unis. Mais en fait, et la deuxième chose, c'est que le full board, l'ensemble du conseil, a la responsabilité de l'ESG. Mais voilà, il y a quand même assez peu de sociétés, pour le moment en tout cas, qui ont un conseil dédié au suivi de l'ESG. Mais je suis assez optimiste. Hein. Par contre, je rejoins Martin sur un point. Au niveau des conseils, il y a eu beaucoup de refreshments. Il y a eu un turnover volontaire pour que les administrateurs changent aux États-Unis, parce que les compétences nécessaires, évidemment, ont changé, hein, avec la transformation digitale, avec tout ce qui se passe en cybersecurity, en technologie. Donc, il y a eu un rafraîchissement au sein des boards, mais aujourd'hui, honnêtement, le niveau de compétences, en particulier en matière climatique, n'est pas à la mesure des enjeux. Et donc, on peut s'attendre à ce qu'au niveau des conseils d'administration, il y ait une nouvelle vague de changements et de renouvellement pour faire rentrer véritablement des expertises. Alors, il n'empêche que dans les conseils, moi, où je suis, on a beaucoup de formations. On nous encourage
vraiment faire beaucoup de formations dans tous les domaines de l'ESG. Et je pense que ça n'est que le début, mais en ce qui nous concerne, je pense qu'on fera rentrer aussi des directeurs qui auront une expertise ESG parce que ce sera forcément nécessaire. Je pense que on n'est qu'au début d'une très longue journey, mais je suis quand même optimiste. Voilà, les États-Unis et l'Amérique va rattraper, je pense, une partie du retard pris par rapport aux sociétés européennes. Voilà, j'espère avoir été assez… Merci beaucoup, Éric. Et avant de vous donner le mot de conseil et de témoin sur ce que vous conseilleriez aux entreprises voilà, qui ont peut-être des soucis de dialogue avec leur conseil d'administration ou à l'inverse, Philippe, de nous donner vos conseils aussi, je profite de vous avoir avec nous, Éric, pour poser une question qui est dans le chat, qui est une question intéressante, un peu pointue peut-être, qui nous dit… voilà, quid de la double matérialité avec deux visions qui semblent s'opposer entre l'Europe et les USA. Voilà, on suit de près je dirais, l'évolution de carrière de M. Faber qui est passé à l'ISSB avec des prises de position qui sont les siennes et qui sont peut-être une traduction de comment on peut faire se rejoindre deux visions pas totalement en synergie, dirons-nous. C'est quoi votre regard sur cette double matérialité et est-ce qu'il y a une façon européenne de l'aborder et une façon purement américaine? Oui, bon, je pense que les critères financiers, de toute façon, demeureront, mais je pense qu'il faut voir dans la RSE et dans le ESG des risques, mais aussi beaucoup d'opportunités de développer du business et peut-être d'améliorer les marges. Et donc, je pense qu'il faut voir ça sous cet angle-là. Alors, c'est pas toujours facile, mais il y a manifestement des investissements que l'on fait dans le domaine ESG qui ont leur retour sur investissement qui est très favorable au niveau des actionnaires. Donc, effectivement, on peut y voir une opposition, mais vous savez, si on s'attaque au long terme, de toute façon, on n'a pas le choix. L'intégration de l'ISG, c'est la survie des entreprises, c'est la durabilité, c'est la sustainability, comme on dit. Et encore une fois, il n'y a pas de chance. Alors évidemment, il n'y a pas de choix, mais il faut que ça se marie évidemment avec les actionnaires font partie des stakeholders. Donc, on n'est pas encore il y avait du B2B, du B2C et du business to societal. On n'est pas, certes aux États-Unis à ce niveau-là encore, mais voilà, pour moi, je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités qui se dégagent dans toutes les initiatives d'ISG pour les dirigeants d'entreprise. Vous avez presque répondu, Éric, mais ça sera du coup intéressant peut-être de demander la réponse de Philippe. On a une autre question qui est de dire, ne pensez-vous pas que tous les CA devraient avoir obligatoirement un comité RSE? Ce n'est pas Éric qui me contredira, puisque lui, il fait partie justement, il est même président du comité ESG de Hyperio. Mais qu'est-ce qu'en pense Philippe? Dans quelle mesure vous pensez que le fait d'avoir c'est peut-être une tautologie, la question que je vais poser, mais voilà, est-ce que vous pensez que ça devrait être obligatoire, par exemple, d'avoir un comité RSE au sein du board? Alors, c'est une question difficile. Je pense qu'une entreprise doit vraiment de plus en plus regarder le côté développement durable, au sens noble et au sens particulier du terme. Le développement et la durabilité de ce développement, à mon avis, me semble totalement incontournable. À partir de là, chaque entreprise a ses caractéristiques, ses agendas, ses priorités, sa situation aussi. Mais il me semble que ce qui est important, c'est de ne pas en faire quelque chose de complémentaire ou d'optionnel ou d'accessoire par rapport à non seulement à la stratégie, mais aussi au plan d'action et à la vie de l'entreprise. Je crois que les dernières années, et je trouve que les choses s'accélèrent sur les 5 ou 10 dernières années, les transitions dans lesquelles nous sommes. Alors, il n'y a pas que il y a le climat, il y a le numérique. Je pense que maintenant, il y a de plus en plus une transition sociétale avec des aspirations des collaborateurs et toute la relation entre l'entreprise et la personne qui y travaille. Toutes ces transitions font que aujourd'hui, on se doit d'intégrer un certain nombre de critères ESG, peut-être pas tous, parce que tout le monde n'a pas le même
la même problématique. Hein. Par exemple, sur l'énergie, il y a des entreprises qui sont extrêmement concernées, d'autres moins. On le voit aujourd'hui à travers l'économie de cette énergie. Mais il me semble totalement important. Alors, après cela, est-ce que ça doit être obligatoire? Moi, je pense que ce qui va devenir obligatoire pour une entreprise, c'est d'intégrer la RSE dans son agenda, au niveau des dirigeants, des comités de direction, de tous les managers, hein, parce qu'il y a une demande très forte. La pression des stakeholders qui pourrait être encore une fois perçue comme juste optionnelle ou une dimension à prendre, aujourd'hui, elle est totale et les choses bougent très, très vite. Et donc, les entreprises se doivent d'être vraiment pas du tout en mode passif, mais en mode proactif par rapport à ça. Donc, la pression étant là, je vois mal une entreprise aujourd'hui ne pas avoir un minimum de réflexion autour de sa raison d'être, mais au-delà de ça, de ses engagements par rapport à ces transitions et comment elle va faire de ça une opportunité plutôt qu'une menace et d'intégrer ça dans son développement durable à elle. Alors, je pense que les législateurs ont peut-être à cœur à rendre un certain nombre de choses obligatoires, en particulier pour les entreprises d'une certaine taille. De même qu'aujourd'hui, on doit publier ses comptes, je pense que très vite, on sera amené à devoir publier ses engagements RSE et le progrès qu'on fait par rapport à ces objectifs. Mais voilà, c'est un peu comme mon état d'esprit. Je pense que ces dernières années, on voit une accélération sur ces thèmes qui font que, voilà, moi, je suis personnellement très, très heureux de ne pas avoir attendu d'être obligé de le faire pour le faire, parce que, comme je le disais, c'est quelque chose qui va nous aider beaucoup dans notre stratégie. Merci beaucoup de ce témoignage. Pour ma part, je suis amenée à vous quitter parce que j'ai un train et des embouteillages qui m'affrontent, je viens d'apprendre. Mais je vous remercie à tous et puis à toutes et à tous de votre participation et bien sûr à nos invités. Et je laisse le soin à Martin et à Stéphanie de continuer à solliciter et répondre aux questions dans la mesure de leur disponibilité. En tout cas, merci à toutes et à toutes de votre fidélité pour ces webinaires et je vous laisse terminer tranquillement sans vous imposer mes contraintes. Bon après-midi. Bonne chance à toi, Sylvie, pour les Merci. embouteillages bordelais. Merci. Oui, juste pour aller dans le sens de ce que vient de dire Philippe, on fait un baromètre à l'IFA pour essayer de suivre les bonnes pratiques dans les grandes entreprises cotées. Et le fait d'avoir, par exemple, un comité RSE, c'est maintenant plus de la moitié des entreprises du CAC 40 qui y sont. Ça s'est beaucoup développé ces dernières années. Donc, pour répondre directement à la question qui était posée, à mon avis, ce n'est pas la peine de le rendre obligatoire parce que c'est tellement évident que ça s'impose de soi-même. On a un comité nomination, on a un comité gouvernance, on a un comité stratégie, on a un comité RSE, développement durable, éthique, quel que soit son nom. Et du coup, ça amène peut-être à répondre ou en tout cas à essayer de répondre à la dernière question qui reste, qui est comment faire évoluer les codes de gouvernance pour mieux intégrer ces sujets. Alors là, la question est quand même très, très large. Hein. Si on regarde en France, les codes de gouvernance, bon, il y en a en gros deux, hein, un pour plutôt grandes entreprises, AFEP-MEDEF, et l'autre Middle Next, en tout cas pour les capitalisations un peu plus petites. Et c'est intéressant de voir que les deux codes évoluent à leur rythme hein, et avec des préconisations parfois différentes. Bon, en tout cas, l'esprit de la gouvernance et l'esprit de la loi Pacte, c'est de laisser les choses très ouvertes et de laisser les entreprises s'imposer à elles-mêmes les règles qu'elles souhaitent. Et je pense que du côté de la raison d'être et de la société à mission, ça marche plutôt bien parce que quand vous mettez trop d'obligations, finalement, les entreprises le respectent parce qu'elles sont citoyennes et qu'elles sont bons soldats, mais en cochant la case hein, et en faisant éventuellement le minimum. Alors que quand ce sont les entreprises qui s'imposent à elles-mêmes des objectifs, eh bien, elles ont à cœur de les atteindre. Donc, je crois que c'est cette dynamique-là que la loi Pacte, qui est très ouverte, a voulu lancer, qu'il faut poursuivre. Philippe ou Eric, je ne sais pas si vous avez des compléments à apporter à ça sur les codes de gouvernance. Non, Oui. Vas-y, Philippe. Non, je t'en prie, vas-y, Eric. Non, ce que je voulais dire, c'est que quand on revient en 2002 avec Sarbanes-Oxley et toutes les obligations de publication que se sont vues imposer les entreprises cotées, je pense que ça a quand même fait bien avancer la transparence en matière financière. Et je pense que ce qui va se passer avec SEC et ces disclosures en matière d'ISG qui vont devenir donc obligatoires,
De la même façon, ça fera partie de la responsabilité, je dirais, fiduciaire des administrateurs, et je pense que ça va devenir aussi un peu routine et que ça va définitivement aider. Alors, je ne sais pas si ça répond exactement à la question de la gouvernance, mais ce sont des obligations qui, de fait, font avancer la gouvernance dans ces domaines-là. Oui, moi en complément, je dirais simplement qu'une entreprise aujourd'hui, si elle veut se développer, elle doit appréhender correctement tous ses risques, hein. La notion de gestion des… Alors, elle n'est pas facile puisqu'on a parfois des risques sanitaires qui nous arrivent sur la tête dont on n'avait pas réellement anticipé l'amplitude et la rapidité. Cela étant dit, appréhender ces risques, c'est quelque chose de complètement incontournable pour un chef d'entreprise. Et donc, pour ces organes de décision, cette revue des risques me semble incontournable. Et donc, dans ce contexte-là, les risques liés voilà, aux transitions climatiques, sociétales, sont à prendre en compte. Et je crois que la démarche RSE, elle permet vraiment de travailler correctement dans ce domaine-là, avec maintenant quand même un bon vivier d'exemples, de méthodes, d'outils qui permettent de progresser, comme le bilan carbone, etc. Et je pense que alors que ce soit une obligation, je ne sais pas, mais en tout cas, les modes de gouvernance vont de plus en plus intégrer la notion de prévention des risques. Et vu que ces risques sont devenus, hélas, plus nombreux et plus divers, la démarche RSE aide vraiment à travailler dans ce domaine. Merci beaucoup. On a un tout petit peu débordé sur l'horaire, mais je crois que ça valait la peine. Merci beaucoup, Philippe et Eric, pour votre témoignage. On peut aussi vous souhaiter bon courage parce que vous avez été clair, hein, il reste du boulot à faire, hein, même si vous avez vraiment très bien enclenché la démarche. Donc, bravo. Pour les participants, vous aurez disponible dans quelques jours le replay si vous souhaitez la communiquer à vos meilleurs amis. Et vous avez également les replays disponibles pour les deux séminaires qui ont précédé celui-ci, puisque nous terminons un cycle de 3 séminaires. Merci beaucoup à vous et encore une fois, bon courage et à bientôt. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.